Bonjour à toutes et tous et bienvenue à notre webinaire du jour. Je vais commencer petit à petit. Vous êtes encore en train de vous connecter. Les transitions virtuelles peuvent être un peu compliquées, même encore pour nous dans l'équipe de production. Nous avions quelques soucis techniques. Bonjour et bienvenue au webinaire du jour du cadre à l'impact et les soins axés sur l'équité dans la pratique. Nous allons donc commencer avec un petit sondage. Il devrait s'afficher sur votre écran. On vous demande de prendre un petit instant pour y répondre. Comme ça, on pourra savoir d'où vous nous rejoignez aujourd'hui. Aujourd'hui, la session est disponible en français et en anglais. Il y a de l'interprétation simultanée. Pour accéder à la session en français aujourd'hui, vous pouvez cliquer sur le menu Interprétation dans votre barre d'outils en bas. Vous pouvez peut-être cliquer sur les trois petits points plus, le menu plus pour pouvoir choisir la langue. Et vous pouvez aussi sélectionner les diapositives en français ou en anglais en haut de votre écran. Cela vous permettra de voir les diapositives dans la langue de votre choix. Prochaine diapositive. Nous avons également l'opportunité aujourd'hui de vous offrir la langue des signes. Si vous utilisez ce service, veuillez sélectionner la langue des signes américaine ou française dans ce même menu. Nous voudrions remercier nos interprètes du jour. Nous avons Dean, Christy, Joël, Marie-Jacques, ainsi qu'à nos interprètes de langue française, Luna et Mariana. Merci également à notre équipe de production, Miranda, Gina, Jill, James et Emily. Maintenant que nous avons expliqué cela, je voudrais me présenter. Je m'appelle Brady. J'utilise les pronoms il et lui. Je me joins à vous virtuellement aujourd'hui depuis les territoires traditionnels et non cédés du peuple algonquin, connu sous le nom colonial d'Ottawa. Et donc, nous sommes dans une culture des rivières aujourd'hui. Et une partie de mon engagement continu en faveur de la vérité et de la réconciliation consiste à continuer de m'informer sur l'histoire des communautés qui ont pris soin de cette terre et qui continuent d'être prises en charge par les peuples autochtones aujourd'hui. Le colonialisme de le peuplement n'est pas de l'histoire ancienne, il est toujours d'actualité et requiert notre attention collective. J'invite chacun à prendre un moment pour réfléchir à la terre sur laquelle vous vous trouvez aujourd'hui. Je suis également responsable principale de programme au sein de l'équipe sécurité des patients, à équité et engagement au ESC. Prochaine diapo. Les sujets du jour vont peut-être être difficiles et nous amènent à explorer notre travail en matière d'équité en santé. Donc, nous voulions mettre à votre disposition un service de soutien psychologique pour toute personne qui souhaiterait bénéficier d'un accompagnement. Le numéro a été communiqué dans le chat, s'affiche à l'écran et est disponible jusqu'à 16 heures aujourd'hui, heure de l'Est, par téléphone ou par SMS. Prenez soin de vous avant, pendant et après cet événement. Prochaine diapo. Bruce n'a pas pu se joindre à nous pour le webinaire du jour, mais il a gentiment proposé de nous accueillir de manière positive grâce à un enregistrement. Donc, je vais demander à mes collègues d'afficher cela. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue à ce webinaire sur l'équité en santé. C'est le deuxième de cette série. Bonjour. Voilà, j'ai dit bonjour à toutes et tous. J'ai dit bienvenue. Je suis chez moi, sur le territoire des Malawat, dans des tribus coaching. J'ai été élevée en Alberta, dans les territoires du traité 6, depuis 1972. Mais ce cadre d'action est un travail
crucial. Et ce que vous faites pour l'avenir et pour le présent, la manière dont vous travaillez avec les différentes organisations, les différentes communautés, c'est un aspect primordial. Si vous êtes dans les hôpitaux, si vous êtes médecin, si vous parlez avec les physiciens de la sécurité culturelle et la manière dont ils voient cela. Récemment, je suis passée chez mon docteur pour un petit check-up et je leur ai demandé, est-ce que vous faites de la sécurité culturelle? Elle a dit, moi personnellement, je ne suis pas impliquée. Il y en a certes, certains membres du personnel sont impliqués dans ce genre de programme, mais cette procédure ou cette évaluation sur la manière dont nous allons travailler, je pense que c'est un travail très bénéfique pour les populations autochtones et pour les personnes également non autochtones. Nous sommes un mélange de personnes et je suis vraiment honorée de faire partie de ESC, de continuer de parler de la santé des peuples autochtones, de la sécurité culturelle. On arrive vraiment à apprendre les uns des autres, tout le monde a sa voix et chacun peut apporter sa pièce à l'édifice. Je pense que le message que je voudrais vous apporter aujourd'hui, c'est d'avoir un dialogue ouvert, n'ayez pas peur de poser des questions. Il est important que nous ayons en profondeur dans cette question. Donc, je vous souhaite à toutes et tous un très bon webinaire. J'espère aussi que nous continuerons à respecter les opinions des uns des autres. Donc, profitez bien de ce webinaire. Merci à toutes et tous d'être là. Merci. On est bien sûr attristé que vous ne soyez pas avec nous aujourd'hui. Mais je pense qu'on arrive toutes et tous à vraiment comprendre l'énergie que vous vouliez transmettre. Petit rappel, si le sondage a disparu, il va falloir peut-être que vous resélectionniez français ou anglais. Mais si vous n'avez pas encore pu répondre à ce sondage, on le réaffiche à votre écran tout de suite. Prochaine diapositive, merci. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude à chaque membre du groupe consultatif du Virtual Learning Exchange. Toutes les personnes ici sur l'écran ont vraiment contribué à façonner les sessions que nous avons organisées ce mois-ci. Donc, profonde gratitude à toutes ces personnes. Merci. Prochaine diapositive. Nous voudrions peut-être résumer ce que nous avons fait lors du premier webinaire. Si vous étiez là, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, partager dans le clavardage qu'est-ce que cette session vous a apporté? Quel était le moment fort? Qu'est-ce qui s'est passé lors des semaines entre les deux webinaires? Si vous n'étiez pas là, l'enregistrement est disponible. Je vais en partager un extrait pour planter les décors de la journée du jour. Prochaine diapositive. Donc, c'était le 4 mars. C'était notre dernier webinaire. Nous avons présenté le cadre ESC pour l'équité en santé. C'est un outil destiné à aider les individus, les équipes et les organisations à faire progresser l'équité en santé. Ce cadre est conçu pour s'adapter à votre situation, que vous soyez débutant ou que vous ayez des années d'expérience dans ce type de travail. Nous avons parlé de la manière dont les systèmes créent des expériences de soins inéquitables et nous avons réalisé qu'il faut agir simultanément à plusieurs niveaux structurels, organisationnels, relationnels et individuels. C'est le travail que nous faisons pour nous-mêmes. Donc, tous ces niveaux sont importants.
Cela veut dire peut-être changer les politiques, les pratiques, les relations et les croyances que nous avons profondément ancrées. Ce cadre nous aide également à identifier les domaines sur lesquels nous pouvons agir et nous propose 8 mesures concrètes pour des soins plus équitables. Les voilà maintenant à votre écran, sur votre écran, et bien sûr, vous pouvez regarder l'enregistrement pour avoir plus d'informations. Prochaine diapositive. Plusieurs choses sont ressorties, bien sûr, de cette conversation, mais nous voulions vous en présenter quelques-unes. Tout d'abord, l'histoire de Liu nous a rappelé que les expériences de soins et leurs résultats varient considérablement selon qui vous êtes et où vous vivez. Et ce n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une conception délibérée. Nous avons parlé de ce que ça veut dire, des soins de qualité, et cela ne se limite pas seulement à l'excellence clinique. Nous devons nous demander qu'est-ce qui compte pour vous, pour chaque personne, et ensuite se demander comment savoir si un changement a vraiment porté ses fruits. Après, nous avons parlé avec Jennifer et Christina, et ici, il a été souligné que pour ancrer un changement significatif, il fallait faire évoluer nos systèmes de croyances complètement et notre état d'esprit. Il faut donc non seulement changer les politiques, mais aussi changer notre façon de penser et d'agir. Et nous avons bien compris également que nous devons rallier les gens en nous appuyant sur un objectif commun, c'est-à-dire le désir de améliorer les soins de santé. Et nous voulons prendre soin des personnes et des communautés en premier lieu. Prochaine diapositive. Donc aujourd'hui, nous allons passer de ce cadre conceptuel à l'impact. Vous allez pas entendre parler des personnes qui ont mis en pratique cette équité en santé. Ils vont pouvoir partager avec vous ce qui a fonctionné, ce qui a été difficile et ce qui les a vraiment aidés à créer un changement significatif. Nous allons vous proposer 2 perspectives de différentes équipes. Et ce sont des personnes qui ont participé au programme Le Permettre de vieillir chez soi de ESC et notre programme Améliorer l'équité dans les soins palliatifs. Donc, nous avons un panel incroyable aujourd'hui. Prochaine diapo. Avant de les écouter, nous voudrions faire une petite activité avec vous. En utilisant le clavardage, vous pourriez peut-être partager avec nous quel est l'élément essentiel pour faire progresser l'équité en santé dans la pratique. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans le clavardage. Et nous allons donc voir tout ce que nous pensons à l'approche de la conversation du jour. L'humilité, le respect, la curiosité. Oui, l'humilité, c'est quelque chose de très important, oui. Différentes voix entendues, une compréhension commune, la compréhension de la manière dont le passé informe le futur, la spiritualité, mettre de côté son ego, réflexion. Oui, ce sont des ingrédients très importants. Oui, bien sûr, tous ces ingrédients-là font partie de la recette pour créer des soins de santé plus équitables. Continuez de partager dans le clavardage votre liste d'ingrédients, si on peut l'appeler comme ça. Et je vais dès maintenant passer la parole à Prachi, qui va commencer la discussion du jour. Prachi, c'est à vous. Et je crois qu'on va enlever les diapositives, si je ne m'abuse. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Prachi et j'utilise les pronoms elle, la. Je fais partie du territoire non cédé des peuples Kosili.
et c'est l'endroit qu'on appelle maintenant Vancouver. Je fais, je suis un partenaire patient et je suis aussi personnel, je suis aussi personnel de santé. Je fais de la recherche critique dans les soins pédiatriques. Je fais également, je travaille également dans l'équité et dans la santé de la population. Et j'essaye de partager les perspectives, les expériences qui informent le travail que je fais. Cela m'offre une position vraiment privilégiée et une perspective de différentes manières. J'ai de l'expérience vécue et je travaille également dans ce milieu. Je voudrais commencer en partageant mon implication dans le cadre et dans le travail que vous allez pouvoir voir présenté ici. Donc, j'ai été impliquée dans le co-développement de ce cadre inclusif depuis septembre 2024. Donc, j'ai fait partie du dialogue qui a fondé un peu ce cadre, si on peut l'appeler comme ça. Donc, c'est une initiative de l'ESC. Donc, on a parlé de cette série de webinaires ainsi que le cadre de mise en œuvre aussi que nous avons créé. Je voudrais parler un petit peu de mon expérience dans cette co-création. Moi, ça a été une expérience vraiment transformative, transformatrice. C'était la première fois depuis le début de mon implication dans ce domaine en septembre 2020, c'est là que j'ai commencé. Et là, j'ai vraiment vu qu'il y avait un cadre tellement collaboratif. J'ai vu aussi à quel point mes réflexions ont pu façonner le cadre que vous pouvez observer aujourd'hui. L'une des composantes clés et qui est revenue plusieurs fois, c'est cet objectif commun. Et pour moi, c'était un fondement important dans notre travail pour l'équité dans les soins de santé. Maintenant, je voudrais parler un petit peu de l'aspect pratique, la manière dont cela a pu changer un peu ma perception de l'équité. Je voudrais nous encourager à réfléchir sur comment nous pouvons réinventer le travail sur l'équité, prendre différentes perspectives en compte, prendre en compte, bien sûr, la perspective des communautés que nous voulons servir. Bien évidemment, les soins de santé peuvent affecter les personnes de différentes manières. Donc, il faut vraiment reconnaître tous les jours que le travail que nous faisons au sein de ce système peut varier, peut être flexible et être adaptable. Et il doit absolument le rester parce qu'il faut toujours rencontrer les communautés là où elles se trouvent. Il y a des pressions systémiques qui sont présentes et on ne peut pas forcément toujours les anticiper. Ainsi, nous pourrions avoir des soins de santé plus équitables. Il faut impliquer tout le monde. Et une des composantes clés aussi qui est ressortie aussi dans le clavardage, c'est qu'il faut passer à l'action. Donc, à quoi est-ce que ça ressemble? Eh bien, il faut réussir à dialoguer avec les communautés. Il faut réussir à les rencontrer là où elles sont. Et en fait, cela veut dire qu'il faut vraiment comprendre la manière dont ces populations voient les soins qu'ils reçoivent. Cela veut dire qu'il faut penser à la sécurité psychologique et physique. On ne veut pas simplement parler de préjudices qui peuvent avoir lieu dans les institutions de soins de santé ou des choses qui sont vraiment seulement liées à la santé physique, mais il faut penser au-delà. Il faut créer ce sens de sécurité au niveau opérationnel, bien au-delà aussi de la définition opérationnelle qu'on peut avoir en tête. Je voudrais aussi partager d'autres petits bouts d'informations. Je pense que nous devons
apprécier et voir vraiment comment les préjudices et les traumatismes peuvent subvenir dans nos vies, comment est-ce que cela se présente dans nos vies. Comme ça, nous pouvons fonctionner de manière à vraiment réfléchir ce qui est en train de nous arriver pour pouvoir eh bien, travailler avec de l'empathie pour vraiment trouver ces communautés là où elles sont, encore une fois. Merci, c'est tout pour moi. Nous allons continuer avec cette discussion. Je vais maintenant donner la parole à Rosalind Compton et Kimberly qui vont partager leur travail. Merci beaucoup, Plachi. Merci pour ces diapositives. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui et je voudrais vous parler de Golden Healthcare. Je m'appelle Roselyne Compton et mes pronoms sont neutres. Et je vous retrouve ici de Saskatoon. Et hmm, la chose vraiment très importante, c'est la connexion avec le territoire où nous nous trouvons. Je suis directrice exécutive à Better LTC et je travaille également à l'Université de Saskatchewan. Je vais donner la parole à Kimberly pour qu'elle se présente avant de continuer. Merci, Roselyne. Kimberly Kwan, je suis aussi dans les territoires du traité 6. Je suis la spécialiste du développement des programmes et de l'engagement de la communauté à Golden Healthcare. C'est un privilège d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Prochaine diapo. Donc, nous avons mis en place le collectif, pardon, qui permet de vieillir chez soi. Et l'objectif, c'était vraiment de donner la capacité aux personnes aînées de continuer à vivre en bonne santé là où ils se sentent chez eux, avec la communauté, avec un soutien aussi formel. C'est Nous avons donc donné énormément de soutien grâce à 26 équipes et nous avons essayé d'améliorer tous les résultats de santé chez ces personnes. Et donc, pour également les soutenir dans leur prochaine place et endroit de résidence. C'était vraiment ça l'idée. Nous voudrions donc vous présenter Anne, partager un peu une histoire. L'histoire d'Anne commence, elle dit qu'elle habitait avec ses filles, elle partageait le loyer et en fait, il y avait plein de choses dont on ne parlait pas. J'ai des problèmes de rétention d'eau, je suis diabétique et j'ai commencé à avoir des problèmes à ma peau et donc je ne pouvais même plus mettre de chaussures et j'étais en fauteuil roulant et ma petite fille pleurait en voyant tout ce qu'il se passait. Je n'ai pas eu de soutien. J'arrêtais pas de tomber. J'ai, J'arrêtais pas de tomber et j'ai appelé, mais personne n'est venu. Et lorsqu'elle est arrivée dans Golden Care, elle a écrit, Ici, ça va. Je n'ai pas grand-chose à faire. Je n'ai pas de corvée. J'arrive à faire quelques activités créatives. Et quand je suis venue ici, je me suis dit, j'ai déjà vécu avec des personnes blanches et elles ne me faisaient pas sentir différente. Je me sens bien ici. Ici, à Diamond House. Plein de fois, j'essayais de parler, de communiquer, mais je ne pouvais pas briser la glace avec les résidents euh, à la table. Et j'ai senti qu'il y avait des résidents qui disaient, vous devriez parler anglais. Et c'est là que j'ai vraiment ressenti la suprématie blanche. Et après,
Lorsqu'elle est arrivée chez nous, elle a dit: «Je suis mieux ici. Bien sûr, je préfère être avec la famille, mais ici, ça va». Elle a dit: «J'ai quitté Diamond House en étant un peu incertaine. Je ne trouvais pas de lieu de résidence où je me sentais bien. Donc avec ma famille, j'ai décidé d'être chez mon petit-fils et c'était son petit ami qui allait s'occuper de moi. Toute la famille pensait que c'était la meilleure option. Je suis retournée à Diamond House. Elle est revenue chez nous à Diamond House et maintenant c'est devenu sa maison. Elle a vraiment récupéré son sens de l'humour. Elle se sent à l'aise. Elle a pu partager des histoires, des réflexions sur sa vie, partager des histoires difficiles sur la perte, sur toutes les histoires qui composent une vie. Donc le bien-être, ce n'est pas seulement la santé en fait, c'est avoir ce sentiment d'appartenance, savoir que on est dans un endroit qu'on peut appeler sa maison. Cette fois, c'est une vie qui est remplie de soins, de joie, d'appartenance. Et je pense que son témoignage est vraiment un bon rappel pour pourquoi est-ce que nous faisons ce que nous faisons. Je pense que cette histoire nous rappelle vraiment quel impact nous pouvons avoir lorsque nous nous rassemblons. Et je pense que cela aussi nous apprend à écouter les voix qui ne sont pas là, à essayer d'identifier les voix qui manquent. Avec toutes ces histoires, on se rend compte de l'importance également d'avoir ces voix qui entrent dans nos centres de santé et dans nos établissements de soins longue durée. C'est une richesse telle. Bien sûr, il y a beaucoup de choses difficiles, des défis. Bien sûr, il y a toujours des choses à changer. Souvent, il faut parler, réfléchir, partager des histoires. Il faut aussi pleurer, il faut aussi rire. Nous pensons vraiment continuer à avoir des expériences positives. Il faut vraiment voir les personnes euh, dont nous prenons soin. En tant qu'équipe, nous nous sommes rendus compte qu'il fallait être solidaires et nous nous sommes bien rendus compte qu'il y avait des besoins qui étaient très importants et parfois on avait l'impression de réussir, parfois on avait l'impression d'échouer. Mais après, au final, nous nous sommes dit, nous avons réussi à rester ensemble et à être solidaires les uns avec les autres. Et nous avons aussi réalisé qu'il n'y a pas une seule réponse pour chaque situation. Il faut trouver des vérités multiples. Il faut aussi se rappeler qu'il y a différentes manières de voir le monde, différentes perspectives pour voir le monde. Il faut que les personnes puissent avoir la liberté de parler de manière libre, de manière spontanée, pour partager leur vérité. Et ce sont ces réflexions-là, profondes, qui ont permis de nous rassembler en tant qu'équipe et d'améliorer notre environnement, mais aussi notre environnement intérieur. Cela nous permet aussi d'explorer différentes possibilités. Et lorsque nous travaillons sur ce projet avec l'ESC, nous avons réalisé que ces programmes nous permettaient d'avoir plus de sécurité les uns envers les autres et de travailler au sein d'une équipe sécure.
Et il est important aussi de commencer en disant, je ne sais pas. On peut aussi essayer de réfléchir à ce que nous pouvons apporter et ce dont nous avons besoin. Et je pense que lorsqu'on partage quelque chose de personnel, cela permet aussi aux autres personnes de partager des choses personnelles. Cela nous permet de voir au-delà de nous-mêmes. Cela nous invite aussi à inviter des voix que nous n'entendons pas toujours à la table des discussions. Il faut les inviter. Dans nos projets, nous invitions toujours de nouvelles personnes. Peut-être que c'était souvent, ces personnes savaient qu'ils pouvaient toujours revenir. Ils nous retrouvaient, euh, ils revenaient, peut-être qu'ils avaient des questions, peut-être qu'ils avaient des besoins. Ils essayaient peut-être de trouver des solutions avec les défis, enfin par rapport aux défis. Cette équipe, cette sensation d'équipe est cruciale. Cela permet d'honorer nos forces, notre force dans le partenariat. Cela nous permet d'avoir des opportunités pour avancer, pour aller au-delà du partenariat, pour aller au-delà de la collaboration. Cela nous a également permis euh, d'atteindre, de toucher différentes personnes qui peut-être ont des activités similaires aux nôtres pour essayer de changer des pratiques de soins et les améliorer. Oh, il faut que nous continuions à faire de même. Il faut, encore une fois, regarder au-delà de nous-mêmes pour les possibilités. Nous ne sommes pas la réponse, mais il y a différentes réponses possibles. Ce n'est pas forcément nous qui avons la solution correcte. Il y a différentes solutions. Il y a différentes manières d'explorer la manière dont nous soignons, dont nous traitons, dont nous prenons en charge. Et je pense que c'est le cas par rapport à notre équipe, les membres de notre équipe, le membre de notre personnel, nous-mêmes également. Et je pense que cela nous permet de mieux voir, de voir au-delà des suppositions, des présomptions et voir réellement la personne qui est debout en face de nous. Merci beaucoup et je vais donc maintenant passer la parole à Kimberly. Désolée, j'ai été un petit peu, j'ai eu un peu l'alarme à l'œil et on va donc passer aux diapositives de Kimberly. Merci, Roselyne. Je t'apprécie et j'apprécie le fait que tu aies raconté cette histoire d'une manière si belle, si honnête, si puissante. Et je peux dire honnêtement que dans le projet, Anne a été sans doute l'une des personnes qui a vraiment changé qui je suis et comment je perçois les soins et surtout comment je perçois les iniquités. Alors, pour notre projet, on a vraiment senti que l'équité était un concept assez complexe, hein. Mais en fait, il s'agit de comment nous approchons les personnes que nous servons. En fait, nous avons déterminé qu'il s'agit de s'assurer que chaque personne puisse recevoir des soins respectueux et de grande qualité, quel que soit leur temps et quelle que soit leur histoire. Et donc, nous avons changé comment nous approchons le travail avec les adultes plus âgés et on s'est vraiment intéressé de ce que cela veut dire pour nous et pour les personnes que nous traitons. Il y a beaucoup d'histoires et de cadres, mais ce que vous allez entendre maintenant, ce sont des points importants. Roselyne a été vraiment elle dit exactement ce qu'il faut parce qu'il faut écouter les personnes et comprendre leur expérience. Lorsque nous invitons que des retours de la part des personnes que nous traitons, cela nous aide à améliorer et nous passons beaucoup de temps à écouter ce que les personnes ont à dire, à vraiment écouter. Lorsque nous passons à non seulement écouter, entendre, mais vraiment nous commençons à poser des questions et à devenir curieux, comme Rosine l'a dit, on a découvert très vite
que les résidents et les familles et le cercle de soins avaient sans doute des notions qu'on ne pouvait pas aborder nous-mêmes dans, au sein de nos rôles. Les personnes expérimentent, ont une expérience différente du système. Cela dépend de la géographie, de l'accès aux services. Et cela nous aiderait aussi à comprendre quelle est leur expérience. Donc, ce que nous avons fait, c'est créer des opportunités pour écouter réellement les perspectives en posant des questions simples. Alors, en parlant de la curiosité, on posait des questions difficiles, même si on savait que parfois on ne serait pas toujours préparé pour les réponses qu'on allait recevoir. Dans le cas de la résidente appelée Anne, on lui a pas demandé seulement où elle voulait aller, mais on lui a demandé si elle se sentait en sécurité. On lui avait pas toujours demandé de contribuer aux décisions qu'on prenait pour elle et qui n'étaient pas nécessairement prises avec elle. Et lorsqu'elle a fait le changement avant de venir chez nous, et il y avait des inquiétudes sur répondre à ses besoins. Mais lorsqu'on a commencé à écouter véritablement, à poser des questions difficiles, on est arrivé à comprendre comment les soins sont basés sur l'écoute. Et ce qu'on a trouvé, c'est que lorsque les personnes se sentent écoutées et respectées, il est plus probable qu'ils participent aux soins. Avant, Anne n'avait pas participé parce qu'on lui avait pas demandé ce qu'elle souhaitait, où elle souhaitait vivre et quels étaient ses besoins. Et lorsqu'on a commencé à le faire, ça nous a permis de construire avec elle au lieu de pour elle. Et de cette manière, nous avons été inclus et nous l'avons inclus elle pour écouter sa voix. Cependant, écouter n'est pas toujours confortable. Il y a eu beaucoup de moments qui n'ont pas été confortables et en tant qu'équipe, on l'a découvert et en fait, c'est à partir de ce malaise que l'on ressentait lorsqu'on écoutait en vérité qu'on a pu vraiment avoir des développements. La deuxième chose que nous avons fait, c'est penser à la sécurité culturelle, c'est-à-dire que les personnes se sentent respectés dans leur identité culturelle. Souvent, nos résidents venaient de la communauté ou de soins très aigus et c'était en fait un espace de transition. Nous travaillons avec nos partenaires pour leur offrir des opportunités pour planifier des soins et aider aux résidents à développer un sens d'où ils vous souhaitaient aller et aussi participer à réfléchir. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment pris du temps pour essayer de comprendre comment nos propres perspectives et assumptions influencent souvent notre manière de fournir des soins. C'est-à-dire que respecter les pratiques culturelles en utilisant un langage spécifique et être curieux au lieu d'arriver de faire des conclusions, cela s'assure que nous servons et que nous écoutions réellement. Et il faut donc égaler l'écoute à la sécurité culturelle. Donc, elle avait l'habitude de parler avec sa famille et ce qu'on a fait, c'est qu'on a compris qu'elle posait à peine de questions et que souvent elle était juste d'accord avec tout ce qu'on proposait. Alors, l'autre équipe a demandé s'il y avait moyen de l'aider à être plus confortable et poser des questions sur ses soins personnels. En posant la question, eh bien, cela nous a permis de faire un ajustement et que les personnes soient écoutées et cela a aussi changé la manière dont nous fournissons des soins de qualité. Parfois, il s'agit tout simplement de poser des questions et de respecter comment les personnes approchent les soins et la prise de décision. Et pour nous, ça n'a pas toujours été facile parce qu'on était très fondé sur le système. Mais pour moi, cet exemple souligne comment les soins de qualité se présentent. Après, on parle des systèmes et des politiques. Et même les politiques bien intentionnées peuvent avoir des
des effets nuisibles sur certaines populations. Et comprendre cela a changé la manière dont nous posons des questions et développement des processus. Et avant de mettre en œuvre des nouveaux programmes et politiques, on pose des questions. Par exemple, qui profite de cette décision et qui pourrait être négligé sans le vouloir. Et c'est ainsi qu'on trouve des lacunes et cela nous permet d'avoir un meilleur accès en pensant à l'intérêt de nos résidents. Et l'une des idées les plus importantes, c'est que l'équité en matière de santé n'est pas une initiative séparée, c'est une lentille pour la conception et la fourniture de soins. La réalité, c'est que l'équité doit influencer toutes les décisions que nous prenons dans les systèmes de soins de santé. Elle donne la forme au programme et aux interactions avec les personnes et au soutien de notre personnel. Lorsque nous approchons le travail à travers la lentille de l'équité, eh bien, cela nous aide et aide nos organisations à identifier les politiques qui peuvent avoir un impact sur des groupes déjà marginés. Et est-ce que nous assumons que tout le monde a le même accès aux ressources? Nous nous posons des questions sur comment savoir si les décisions vont améliorer l'équité et les soins et comment cela nous aide à nous centrer sur l'équité. Et au lieu d'être une idée abstraite, cela nous aide à voir comment nous travaillons avec les personnes. Faire progresser l'équité en matière de santé arrive par des actions quotidiennes. Et lorsque nous écoutons les voix de nos résidents, lorsque nous posons des questions, même si elles sont difficiles, parfois on reste avec le malaise. Et ce qu'on fait, c'est changer cette perception de dire, eh bien, ce n'est pas bien d'être dans un malaise, mais en fait, on peut tout simplement rester là et on peut alors avoir des conversations constructives et résoudre des problèmes en tant qu'équipe. Nous vous remercions de votre temps et de votre bonne disposition à écouter notre présentation et nous invitons l'équipe à s'adresser à nous directement. Voilà mes coordonnées. Et voici les coordonnées de Roselyne. J'apprécie votre participation aujourd'hui et maintenant je voudrais donner la bienvenue à nos amis de la société George. Bonjour, merci beaucoup, c'était très beau et le travail s'associe à ce que nous faisons, donc merci à tous. Je m'appelle Lydie Noragne et je suis directrice des services de santé pour la société Georges Spady et nous travaillons dans les territoires de traité d'Alberta. Donc l'équité en matière de santé, pour nous, c'était très abstrait, c'était vraiment les politiques, les cadres. Et maintenant, on voit l'équité en tant que verbe et qui doit être vécu et c'est devenu très très réel lorsque quelqu'un meurt et n'a pas d'endroit sûr. Et nous faisons partie d'une collaboration euh, de soins palliatifs. Et ça, c'est la diapositive suivante, pardon. Elle inclut 33 communautés au Canada pour améliorer l'accès aux soins palliatifs pour les personnes vulnérables et faire partie de cette initiative a été très important pour nous et cela va continuer à orienter notre travail dans les années à venir. Cela a renouvelé, surtout après la COVID, cela a renouvelé disons, la passion que j'ai pour les soins palliatifs et l'équité. Alors,
La société George Spady a été ouverte il y a plusieurs années pour les personnes vulnérables à la fin de leur vie et ces besoins continuent à croître. L'année dernière, nous avons eu près de 4 700 personnes qui n'avaient pas de foyer et c'est une augmentation énorme. Et donc, la vulnérabilité structurelle signifie que l'espérance de vie est de 42 à 52 ans et 50% des personnes sans abri sont d'origine autochtone, presque 60% à Alberta. Donc, ce sont des réalités qui sont vraiment associées à l'inégalité systématique et à la colonisation. On ne parle pas de personnes qui ont reçu des diagnostics et qui ont des systèmes de support. On parle de traumas qui proviennent souvent de l'enfance avec diverses maladies sérieuses, des troubles qui proviennent de vies très très dures et un système de santé qui leur donne un diagnostic. Et bien sûr, on assume qu'ils ont un foyer, un téléphone, euh, des toilettes où ils peuvent vomir, accès aux médicaments, une personne qui va leur amener de l'eau. Et les déterminants de la santé sont vraiment le contexte pour ces personnes. Cela fait la différence pour eux. Et donc, gérer la fin de leur vie, d'une tante, eh bien c'est différent, c'est difficile pour les personnes qui meurent et pour les personnes qui les aiment et pour la communauté et pour le personnel qui essaye de les soigner. Alors voilà les lacunes. House of George. Et donc, George's House, c'est un foyer palliatif qui se trouve dans un voisinage très sympa, dans un petit quartier très sympa. Et on a donc un joli jardin, on a un aquarium, les résidents ont leur propre chambre qui sont assez grands. Et à la base, c'est un foyer où les personnes vont mourir, mais accompagnées et bien soignées de manière nécessaire toute leur vie, mais ils l'ont jamais eu auparavant. Ce qui m'attriste, mais je suis heureuse de savoir qu'à la fin de leur vie, ils reçoivent ce soutien. Personne ne doit mourir seul à George's House. Donc la plupart on retrouve les personnes aimées des personnes et dans le cas où ils n'existent pas, eh bien ils arrivent à créer des liens à la fin de leur vie, ce qui est très beau. Nous avons des soins toute la journée et Michel est notre assistante sociale et, et nous avons aussi des cliniques auxquelles nous avons accès et aux psychologues et les résidents peuvent utiliser donc des substances de manière sûre. Nous n'oublions pas les personnes à choisir entre les soins palliatifs et l'utilisation de substances parce que ce n'est pas conscient et ça m'a surpris comment l'utilisation de substances disparaît lorsque les personnes se sentent en sécurité. Alors, l'équité, cela signifie de changer le système. On peut le politiser, on peut le moraliser, mais les personnes sont en train de mourir dans la rue et l'utilisation de substances est souvent utilisée en tant qu'excuse pour renier les soins. Les services sont difficiles quand on criminalise aussi l'utilisation de substances. Cela rend les choses plus difficiles. Donc pour nous, l'équité, cela veut dire qu'on réorganise les services autour des réalités des personnes. Cela signifie qu'il y a trois choses chez nous. D'abord, une maison stable, c'est la base, c'est pas un prix. Après, on a des soins pour les personnes et on ne doit demander à quelqu'un d'arrêter d'utiliser quelque chose qui les a aidés à survivre, c'est très difficile à la fin de vie et c'est un peu cruel aussi. Et après des soins culturels tels que les cérémonies, des pratiques traditionnelles. Donc ces changements, c'est vraiment l'équité dans la pratique. C'est pas seulement une politique. C'est juste comme ça que les choses se font chez nous.
Et pour revenir au cadre de l'équité, eh bien, ça nous a donné un langage pour les choses que nous apprenions déjà par la pratique, par exemple affronter les barrières systémiques, une expérience de vie centrée, les soins culturellement sûrs et une approche non oppressive. Donc, c'est un mouvement plus vaste. Maintenant, je vais donner la parole à Michelle qui s'occupe de nos opérations. Elle peut parler de la vie quotidienne. Merci, Lindy. Oui, c'est un travail très important. Et maintenant, cela fait 7 ans. Donc, diapositive suivante, je vais parler de la culture en tant que médecine avec nos partenaires Cocum Helper. Elle a adopté un rôle de soutien autochtone qui est vraiment essentiel au sein de l'équipe de soins qui est fondée sur la culture en tant que médecine. Ça veut dire quelqu'un qui peut fournir des soins cérémoniaux ou traditionnels. Par exemple, si un résident refuse un soutien culturel, on le respecte, mais elle nous aide, elle ne précède personne, elle est tout juste présente, elle construit la confiance et ça aide les personnes à se reconnecter et à mourir bien, à bien mourir. Personne d'autre dans notre équipe aurait pu réussir cela. Les personnes autochtones s'occupent des soins palliatifs depuis des siècles, les cérémonies de pipe, les chansons traditionnelles, les tambours. Hein. Ce n'est pas des extras, mais pour la plupart de nos résidents, en fait, c'est le plus important qu'ils reçoivent avec la société de Cocum Helper. Alors, avec les soins communautaires, nous avons réussi, grâce à des subventions, à obtenir euh, des employés qui se centrent sur la connexion avec les résidents par le biais de familles et de la communauté. Ce rôle nous a mené à Solos, qui est une organisation de deuil, et grâce à cette organisation, des bénévoles de la communauté sont venus et il s'agit de personnes qui ont des expériences vécues et des membres de la communauté qui viennent non pas en tant que professionnels, mais en tant que personnes. Et ils ont même construit un cercueil pour l'un de nos résidents sous sa direction. Euh, on a organisé différentes choses qui ont donné aux résidents un peu plus de soutien parce qu'il ne s'agit pas de personnel, ce sont des personnes qui viennent régulièrement et avec lesquelles ils connectent de manière naturelle et c'est des connexions très importantes. Cela a transformé la maison de Georges en une communauté. Et ça nous rappelle que les soins palliatifs existent depuis des siècles. La réalité est difficile quand on travaille dans le système. Ça veut dire que ce sont des obligations et qui sont des intentions et qui nous ont obligés à poser des questions sur quel rôle peuvent réellement protéger les résidents, lesquels sont juste des habitudes. Notre personnel construit des vraies relations et construit la confiance et après les résidents meurent. Il n'y a pas assez de lits à la maison de Georges, il n'y en a que 5, donc les personnes sont dans une liste d'attente. Parfois, ils meurent dans des hôpitaux, dans des situations qui ne sont pas excellentes. Et la plupart des gens que nous servons sont dans des institutions auxquelles ils ne font pas confiance et ça, c'est vraiment dommage. Mais voilà, c'est la réalité pour l'instant. Il y a des personnes donc sur notre liste d'attente. On ne peut pas aider tout le monde et c'est difficile pour nous. Mais un travail d'équité, cela signifie que l'on est dans cette tension et qu'on continue d'aller de l'avant quand même.
La plus grande leçon apprise ici, c'est que l'équité est relationnelle. C'est-à-dire que les politiques sont importantes, le financement aussi, mais ce qui change les résultats, c'est la confiance. La confiance, c'est énorme lorsque les personnes se sentent en sécurité, ils acceptent les soins, les infirmières, les médecins, une main, et que lorsque les personnes se sentent respectées, arrivent à des reconnexions avec leurs enfants après ne pas leur avoir parlé depuis des années. Lorsqu'ils se sentent comme qu'ils appartiennent à quelque chose, eh bien, ils trouvent la paix et cela nous permet de voir très souvent des patients qui ont construit une confiance alors qu'ils ne faisaient pas confiance au système, ils nous font confiance à nous et alors ils arrivent à reconnecter avec les membres de leur famille et c'est une partie importante de leur décès puisque ils vont vont être connectés, ils vont avoir un soutien et des soins. Nous arrivons donc à la fin de notre présentation, mais je voulais quand même vous présenter une vidéo sur la maison de George, George's House. Et c'est vraiment, vraiment comme à la maison. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. Merci beaucoup de faire partie de notre présentation aujourd'hui. Et l'interprète fera de son mieux pour interpréter cette vidéo. Donc, George's House, qui a 5 lits, soins palliatifs. Une équipe interdisciplinaire. La maison est ouverte pour les gens qui ont une maladie qui limite la vie. Une matinée à George's House. Ça, c'est le menu du jeudi 7 septembre. Qu'est-ce que vous souhaitez prendre pour le petit déjeuner? Les personnes souvent ne reçoivent pas les bons soins. Ils ont oublié ce que c'est que l'amour. Ça m'a changé la vie. Et ce sera le dernier endroit et le plus proche à un foyer pour moi, à une maison, un chez moi. Est-ce que cet endroit est ce que vous attendiez? Ah, beaucoup mieux. C'est bien. J'aimerais qu'il y ait plus d'endroits comme celui-ci. Hmm. Merci, c'est bon. Qui veut commencer? Merci. C'est pas un hôpital, c'est comme être à la maison.
C'est un endroit génial. Je suis tellement heureuse qu'il m'ait choisi. C'est un honneur de te rencontrer, Bonnie. C'est un honneur d'être ici. Je pense, je sais. Bonjour à tous. Et en ce moment, vraiment, je sens beaucoup d'émotions. Je suis certain que les autres le sentent également. Et je voulais juste rappeler les personnes qu'il y a du soutien qu'on a partagé sur le clavardage et dire des bonnes choses. Vraiment, ce qui me vient à la tête, c'est des soins centrés sur la personne. Et j'ai vu que les personnes aussi ont fait beaucoup de commentaires. Il y avait beaucoup de conversations dans le clavardage. Et, euh, et, et je veux penser aux histoires que l'on vient de partager. Je pense qu'elles nous rappellent de ce qui est vraiment, de quoi il s'agit quand les personnes cherchent des soins et pourquoi le besoin d'être vu, d'être en sécurité, pourquoi c'est tellement important. Et lorsqu'il y a des expériences pour les personnes qui passent par les divers systèmes de soins, eh bien ils les suivent et cela forme comment on se présente et pas, je pense que là, on revient au pourquoi les connexions humaines sont tellement importantes. Mais merci à tous les orateurs. Je suis sûre que les personnes avec qui vous travaillez, merci d'avoir partagé votre travail aujourd'hui. Je pense que ça va aider les conversations pour l'avenir. Et je voulais aussi revenir sur quelques points. Cathy, tu as pas partager que construire le cadre te permet d'avoir beaucoup de connaissances et la confiance pour parler lorsque le système ne marche pas pour tout le monde. Et tu as compris que l'équité et l'engagement, en fait, sont la même chose. Roselyne, Kimberly, vous avez déjà, c'est très clair que l'équité, ce n'est pas un projet latéral, c'est vraiment la lentille qu'on utilise pour concevoir et travailler tous les soins. Et tu nous as expliqué pourquoi il faut continuer à travailler sur soi et certaines choses qui vont rester avec moi, c'est écouter avec de la curiosité et le pouvoir du choix et de prendre des soins des personnes et pas pour les personnes. Lydie et Michel, vous avez affronté à ce qui se passe lorsque les systèmes n'ont pas été conçus pour tout le monde. Et cela nous rappelle que l'équité œuvre à changer ces systèmes. Et une chose qui restera avec moi, eh bien deux choses sur les déterminants sociaux de la santé, c'est que ça ne devrait pas faire la différence entre obtenir des soins et pas, et qu'il y a des pratiques traditionnelles qui ont existé depuis des, des centaines d'années et qui ont toujours travaillé pour rendre hommage aux soins de fin de vie. Et il y a sans doute beaucoup de différentes idées dans nos esprits maintenant. Je sais qu'il y a des questions pour moi et pour les personnes sur le clavardage. Comment continuer, on fait que ce travail s'intègre dans notre travail quotidien et lorsqu'on a l'impression que le système résiste et que les personnes qui ont le plus besoin de soins sont les personnes pour qui les soins n'ont pas été conçus. Voici des questions très importantes et on veut essayer d'en parler un peu aujourd'hui. Alors,
On va inviter les membres du panel à revenir sur les écrans. On peut éliminer les diapositives pour que l'on puisse voir tout le monde. Voilà, merci. Merci. Et on va passer à notre discussion pour les prochaines 23 minutes, plus ou moins. Et quel plaisir de vous voir, vous tous. Merci d'avoir participé. On a préparé des questions euh, concernant ce que les personnes demandaient et je voudrais en parler avec vous. Donc, l'une des questions était concernée sur comme pourquoi les personnes ne reconnaissent pas l'équité en tant que quelque chose de séparé, mais au lieu de quelque chose d'essentiel dans tout ce que nous faisons. Comment est-ce que nous pouvons connecter tout ce travail? Comment est-ce qu'on peut connecter cela par rapport à votre pratique personnelle pour que ce soit faisable? Vous pouvez parler bien évidemment de la manière dont vos environnements ont différentes priorités. On va peut-être commencer avec vous pour commencer, pour partager déjà des réflexions et bien évidemment tout le monde pourra ensuite en parler. On va commencer avec vous. Donc pour moi, pour commencer, ce qui me permet de comprendre comment je solidifie la manière dont j'approche ce travail, c'est cette réalisation et cette reconnaissance que ce que nous faisons et ce à quoi nous pensons est bien sûr informé par notre imagination, qui est ensuite est informée par nos expériences personnelles. Donc, pour le travail d'équité, je pense que nous devons mettre au défi notre imagination. Les pressions sont constantes. Le système change doucement, lentement, mais en général, il change. Mais souvent, en tant que personne ici qui travaillons au sein du système, c'est que nous pouvons avoir quand même une capacité d'agir. Donc, comment est-ce que nous allons pouvoir agir au sein de notre réseau d'influence pour pouvoir faire le changement? C'est quelque chose de très tangible que j'ai vu dans ma propre pratique. Il faut réfléchir sur l'équité tous les jours. Donc, les systèmes sont lents, mais qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, dès maintenant, aujourd'hui, là tout de suite, pour aider la personne qui est en face de moi? Quel est mon engagement? Ce sont, des petites, gouttes qui viennent rajouter de l'eau dans le seau au sein d'une longue période et c'est ça qui fait finalement, qui change l'équilibre et qui fait, passer la balance de l'autre côté. Voilà un petit peu comment je vois les choses, et voilà pourquoi je pense que nous devons continuer à faire ce que nous faisons. Les pressions vont venir, et vont repartir. Mais nous sommes la constante ici au sein de ce système qui avons finalement la capacité d'agir. Merci beaucoup, Prachi. Roselyne, je vous vois. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose en vous qui a besoin de sortir. Oui, je pensais à ce que disait Prachi. Et et je pense que c'est important d'avoir ces moments pour respirer. Et bien sûr, ce travail peut être difficile lorsqu'on a beaucoup de priorités déjà et parfois, on se sent immobilisé par les priorités parce qu'on ne prend pas le temps, de se poser, de respirer. Donc, je pense qu'il faut réfléchir aussi à la personne qu'on est, où est-ce qu'on se situe, et est-ce qu'on peut être plus présent? Et lorsqu'on identifie ces tensions, je pense qu'il est important de prendre le temps d'avoir des réflexions, des conversations, mais donc avoir des réflexions pour nous, mais aussi des réflexions pour l'équipe. Est-ce que il s'agit de transmettre un message? Comment est-ce qu'on reconnaît les personnes avec qui nous travaillons? Comment est-ce qu'on reconnaît leurs contributions? Comment est-ce qu'on continue sur un élan? Et comment est-ce que nous pouvons contenir un espace pour que tout le monde se sente en pleine capacité d'agir? C'est ça qui est important. Et je voudrais peut-être participer. Ah, pardon, Kimberly. Non, non, allez-y, allez-y. Allez-y, pas de problème. Désolée. Merci, Lindy. Je voudrais dire que pour continuer dans le même sens, lorsqu'on a commencé à explorer ce concept, la sécurité, l'équité, on a voulu
et vraiment se poser la question, en fait, qu'est-ce que veut dire la sécurité réellement? Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à saisir. Moi, personnellement, j'avais des croyances sur ce que voulait dire la sécurité et ce à quoi la sécurité devait ressembler. Donc, avec la guidance et les conseils de Roselyne et notre approche basée sur l'équipe, je pense que il fallait vraiment, eh bien, mettre au défi nos croyances. Et ça, eh bien, il fallait être à l'aise avec le fait d'être mal à l'aise. Et cela m'a donné l'opportunité d'explorer la manière dont je considérais tout cela. Et j'ai pu me poser, respirer. Et c'était si important. Parce que bien évidemment, il y a beaucoup d'émotions qui viennent avec ce travail. Moi, personnellement, je viens dans un système où prenons des décisions pour les gens. On traite des gens et nous ne faisons pas tout cela avec les gens. C'est donc un changement d'approche. Et donc, j'ai réalisé que parfois, la meilleure manière de soutenir la sécurité, c'était de permettre à nos équipes de vivre avec des risques. Parfois, c'est ça que la sécurité voulait dire. Personnellement, l'équité, je trouve que c'est différent que la sécurité. L'équité sont différentes. C'est différent parce que cela me permet de repenser les soins et cela me permet de poser les bonnes questions pour soutenir les soins, des soins qui seraient plus adaptés à la personne qui est en face de moi, cet individu qui me demande des soins. Et donc, je pense qu'il est important de poser les questions difficiles. Et bien sûr, il a fallu beaucoup d'ajustements. Nos partenaires et toutes les personnes qui étaient autour de la table n'étaient pas forcément prêtes à se poser ces questions. Mais c'est bien ça que ce défi euh, nous amène à faire. Je peux peut-être rajouter quelque chose par rapport à cela. Lorsque vous parlez de la sécurité, ce qui me vient en tête, c'est la manière dont le personnel va peut-être se sentir mal à l'aise lorsqu'il y a une escalade. euh, les personnes arrivent dans les soins palliatifs qui ne font pas confiance dans le système, qui ne peuvent pas forcément nous faire confiance. Et donc, il faut créer une meilleure relation avec eux. Il faut être plus vigilant. Et parfois, ils se sentiront tellement mal à l'aise qu'ils vont peut-être jurer ou lancer des choses. Et donc ici, le personnel se sent peut-être aussi en danger, alors qu'ils ne sont pas forcément en danger, mais le danger peut quand même paraître réel pour eux. Donc, il faut quand même gérer cela. Et lorsque nous faisons ce travail, je pense que ce travail est toujours gris, ce n'est jamais noir ou blanc, et c'est difficile. Si on va décharger une personne, eh bien cette personne n'est pas du tout en sécurité. Donc, nous avons des interventions de crise dans ces cas-là. Nous avons beaucoup de formations sur les traumatismes crâniens, sur les différentes manières de connaître et d'identifier ses propres biais cognitifs. Et il faut toujours eh bien, continuer ces formations assez régulièrement pour que cela reste courant comme type de connaissance. Nous essayons aussi de faire des debriefs après euh, post-décès, par exemple, ou post-intervention. Et c'est là qu'on peut ouvrir un peu le débat, le dialogue. On peut aussi parler d'après un décès, parler de la personne, essayer de débriefer. Voilà, il était comme ça au début et finalement, à la fin, il était plutôt comme si. Et cela vient façonner les discussions. Merci, Lindy. Michel, est-ce qu'il y aurait d'autres choses que vous voudriez ajouter? Je crois que Lindy l'a bien résumé. Bien sûr, on comprend bien la population que nous aidons. Donc, nous avons ces formations. Et ces formations sont très utiles. Mais je pense que ce qui est aussi vraiment
absolument primordial, c'est vraiment sortir de soi, de sa zone de confort et se mettre vraiment à la place de quelqu'un d'autre. Réaliser leur contexte et leur réalité. Ce n'est pas forcément ce qu'on perçoit. Et donc la confiance, c'est ça qui est très important. Et ça, c'est une barrière que nous voyons très souvent. Ils ne font pas confiance. Il s'agit ici de faire vraiment des petits pas vers la personne. Et une fois qu'on arrive à cet état de confiance, c'est quelque chose de formidable. Je crois que Kimberly l'a dit encore mieux que moi, mais c'est quelque chose de vraiment très beau lorsqu'on voit les personnes se relâcher, se détendre et enfin faire confiance. C'est vrai que nous faisons partie de ce système, même si on n'a pas envie d'en faire partie, on est là et donc à partir du moment où ils font confiance à nous, c'est-à-dire qu'ils recommencent à faire un peu confiance à ce système. Oui, merci. Je voudrais encore souligner l'importance de ce travail sur la confiance par rapport à... C'est quelque chose qu'on ressent en fait. Lorsqu'il y a la confiance, lorsqu'il y a un humain, un client, un patient devant nous, cela vient changer la trajectoire du chemin que nous faisons ensemble, même au sein de ce système. Bien évidemment, le système ne fonctionne pas forcément de la bonne manière ou de la manière qu'on voudrait, mais on arrive à trouver des solutions avec la personne lorsqu'on arrive à cet état de confiance, cette relation de confiance dans les soins. Donc, merci beaucoup d'avoir relevé ça. Nous avions une autre question que je voudrais couvrir. Je pense que c'est important. Et c'est aussi ressorti lors de l'inscription à ce webinaire. On sait que, bien sûr, l'équité et changer notre relation à l'équité, cela vient changer la donne totalement, c'est-à-dire changer les systèmes que nous avions mis en place jusqu'à maintenant. Donc, je voudrais vous demander, Roselyne, par exemple, euh, dans votre travail, comment est-ce que vous êtes passé de l'équité en tant que concept à l'équité en tant que pratique? Bien sûr, il y a différents niveaux de préparation au sein de l'équipe, mais est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots par rapport à cela? Moi, je pense que ce qui est important, c'est que tout le monde, chaque personne va eh bien traduire un petit peu en action sa propre définition d'équité. Il y a des personnes qui ne sont pas forcément prêtes ou prêts et lorsqu'on les force à l'action, c'est peut-être un peu plus problématique en fait pour elles. Donc, lorsque on parle des tensions par rapport à l'équité, je pense qu'il faut aller lentement. Il faut encore une fois rencontrer la personne là où elle en est et écouter, les écouter. Par exemple, on ne peut pas dire, oh, vous allez vous y habituer, ou vous pouvez le faire, vous allez devenir à l'aise par rapport à cela. Il y a des personnes qui ne pourront pas atteindre ce niveau-là. Donc, cela rend la chose difficile pour nous. Mais peut-être que nous pouvons essayer de mettre en lumière vos forces au sein de cette équipe, c'est-à-dire avoir une approche plus focalisée sur l'individu et ce que nous pouvons chacun et chacune apporter à l'équation. Les personnes que nous allons aider ne connaissent pas forcément la définition de l'équité non plus. Donc, comment est-ce qu'on peut forcément leur demander en fait d'avoir une approche équitable ou basée sur l'équité? Il y a aussi bien sûr des personnes qui font partie de notre personnel qui, pareil, n'ont pas connu un système équitable. C'est quelque chose que nous devons faire ensemble. Bien sûr, il y a, lorsqu'on vient d'une structure qui a beaucoup de règles, beaucoup d'attentes, c'est très difficile de sortir de cela et de se dire, oh, je vais faire les choses différemment. Par contre, si on essaye de se poser la question, c'est-à-dire où est ma valeur, qu'est-ce que j'apporte à l'équation, eh bien, cela permet d'apporter quelque chose qui vient vraiment du cœur, qui est beaucoup plus personnel. Et cela permet aux personnes d'avoir plus de courage aussi. Parfois, il y a certains membres du personnel qui peuvent dire, voilà, je ne comprends pas l'équité, ou peut-être qu'ils vont pouvoir dire, je n'ai pas encore eu le temps de me poser cette question par rapport à l'équité, peut-être que je ne crois pas en l'équité.
Il y a vraiment différentes personnes ici qui participent à ces programmes. Et parfois, lorsqu'il y a des changements, il y a aussi des personnes qui n'arrivent pas forcément à se mettre à jour. Peut-être qu'il va y avoir une nouvelle définition, peut-être qu'il va y avoir un autre outil technologique, un autre contexte. Et peut-être que dans ces cas-là, ils ne savent pas vraiment comment soit recevoir cette information, soit comment agir par rapport à cela. Donc, il faut qu'il y ait beaucoup d'espace au sein de l'équipe par rapport à tout cela. Oui, et vous savez quoi? C'est vraiment important et intéressant parce que lorsque vous parlez, je suis totalement d'accord avec ce que vous dites. Et donc, j'ai dû faire une petite recherche Google, en fait, parce que je suis perdue dans la terminologie. Qu'est-ce que ça veut dire l'équité? Et pour moi, en fait, à la base, c'était vraiment avoir une conversation, revenir au fondement et vraiment comprendre la perspective que j'essayais d'identifier ou aussi qu'est-ce que j'apportais moi à partir de ma propre expérience. Donc, lorsque j'ai vraiment réussi à comprendre vraiment comprendre de manière interne comment est-ce que je pouvais comprendre la personne en face de moi. J'ai réalisé que mon expérience, en fait, a changé. Mon système de croyance a changé et mes attentes ont changé. En fait, il fallait que je sois prête, que je sois préparée, au fait que tout le monde n'allait pas forcément s'adapter de la même manière que moi, aussi vite ou aussi lentement que moi. Donc, parfois, il y avait différents défis que nous avons dû gérer et on se disait, voilà, on en faisait des blagues en disant, oh, là, j'ai l'impression vraiment que j'ai des problèmes rénaux tellement c'est compliqué. Et nous essayons vraiment, voilà, c'était tellement difficile qu'on essayait de revenir aux bases, en fait, de pourquoi est-ce que nous faisons ce travail. Et bien sûr, lorsque les individus viennent à nous, il y a des barrières qui sont là dès qu'ils entrent dans nos établissements. Et donc, il y a, lorsque nous avons des aides financières, lorsque nous savons clairement où nous voulons aller, enfin, et puis les tenants et les aboutissants du projet, eh bien, dans ces cas-là, les choses sont beaucoup plus faciles. Mais en fait, l'équité, c'est quelque chose qui n'est pas du tout dans ce cadre-là. C'est beaucoup plus flexible. Une des personnes de notre personnel venait à nos repas et elle prenait les restes pour rentrer chez elle. Et ça, c'était et c'était une des discussions que j'ai eues avec un membre de personnel qui était vraiment très difficile. Donc là, on s'est rendu compte que peut-être il y avait un problème chez elle. Est-ce que nous pouvions la soutenir d'une manière sûre? Et maintenant, il n'y a plus de questions. Il faut examiner l'approche que chaque personne et la réalité de chaque personne et savoir aussi ce que nous pouvons apporter à la table des discussions. Merci beaucoup, Kimberly. Je regarde aussi le temps qui nous est imparti. Peut-être que nous pourrions bientôt clôturer cette question, ce débat. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voudriez partager, s'il vous plaît? Oui, juste rapidement. Quand Nous on a venons de réalisé revoir toute nos notre politiques politique et et les nous essayons de politiques garder les qui personnes en existaient pour sécurité garantir la parce sécurité que nous avons des obligations financières et 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 bien sûr toutes après nos nous obligations avons aussi programmatiques. Donc, nous essayons de mettre en place des groupes focus, des sondages post-intervention pour le staff, pour le personnel. Nous avons des familles et des patients qui créent des sondages, qui répondent à des sondages. Et en fait, après, on fait un plan d'action. Et après, on passe à la pratique. Et donc, et nous faisons comme cela.
Oui, donc on répète que le processus. Il y a autre chose que je voudrais rajouter, c'est l'idée du travail. Lorsqu'on parle de sécurité, on parle de la définition de qui. On assume que cette sécurité vient de la facilitation. On essaie vraiment de penser à cela. Si une personne en face de vous, comment est-ce qu'elle se sent, est-ce qu'elle se sent vraiment sûre? Et on peut pas deviner à moins de leur demander. Donc, si je peux clôturer avec un commentaire, ce serait de demander et ne pas assumer. Mais ce n'est pas la confiance. Assumer que vous n'avez rien du tout. Parce que ça se construit avec le temps. Donc, moi, je sais uniquement ce que je sais et ma manière de voir le monde, mais je ne sais pas comment Brady pense ou comment Rosalind elle pense. Et c'est pas à ma place non plus. Donc, il faut vraiment poser ces questions, explorer de manière ouverte, avec curiosité, et les gens vont vous surprendre. Oui. D'accord, Michel. Oui, alors, juste remercier tout le monde. Je pense que nous sommes tous, enfin, nous avons, disons, tous une grosse boule de laine où se trouvent toutes nos habilités et on collabore tous ensemble pour que ça fonctionne. Et je pense que c'est très spécial et en fait, on a besoin de soutien de tout le monde. Donc, cette présentation était vraiment excellente pour voir comment on travaille ensemble. Oui, donc vraiment merci. Oui, et c'est en fait vrai, il faut tout un village. Donc je voudrais revenir sur les diapositives à la fin de conclure. Je m'excuse parce que je sais qu'on a peu de temps. Donc merci à nouveau à nos oratrices merveilleuses. Vraiment, je n'ai pas les mots pour exprimer ma reconnaissance. Et on voulait vous partager un peu sur ce qu'il faut attendre de la part de SC pour les mois à venir. Et aussi, nous avons un sondage final. On vous demande de nous dire ce que vous pensez de ce qu'on a discuté aujourd'hui. Et donc, on a été occupé ici à ESC à réfléchir quelle est la voie à suivre pour l'avenir. Et donc, il y a différentes structures de soutien et systèmes pour continuer sur le travail d'équité qui vont inclure de soutien à la mise en œuvre, sur la planification, comment construire des accords de redevabilité et aussi à réfléchir et évaluer sur les approches de décolonisation, etc. Donc voilà. Et voici le courriel que vous pouvez utiliser si vous avez des questions, si vous voulez apprendre davantage sur nos projets à venir. Et je voudrais vous remercier. Et on va finir avec une vidéo. Merci à nouveau. Bonjour à tous à nouveau. J'espère que ça s'est très bien passé pendant votre discussion sur l'équité en matière de santé. Et ce que je voulais dire, c'est que c'est un travail très important pour nous tous et que nous souhaitons compiler, vous savez, en pensant à l'évaluation et continuer à faire le travail que vous faites. Tout le monde a une voix
Donc, je vous souhaite beaucoup de bien. Si vous travaillez chez vous ou si vous voyagez pour rentrer chez vous, nous vivons à Turtle Island. C'est un endroit très très beau au Canada. Et donc, prenez ce que vous avez retenu de ce webinaire et on va continuer à travailler ensemble et de toujours faire de notre mieux. Donc, merci d'être là et prenez soin de vous. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous. Merci aux oratrices, notre équipe de production, aux interprètes.